Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Nantes, bienvenue en direct du musée d'art de Nantes pour cette édition spéciale de Nantes Zéro Carbone. Près de 6 heures d'antenne, plus de 50 intervenants ici interviendront sur cette urgence climatique à laquelle la tribune a souhaité bien entendu se mobiliser puisque nous allons visiter plus de 10 grandes villes de France pour voir comment les maires agissent face à cette urgence climatique contre le réchauffement climatique, à la fois bien sûr avec la mobilisation des concitoyens, des entreprises, des ONG, des associations, du monde de la recherche. Nous avons choisi Nantes, ce n'est pas un hasard pour débuter cette tournée en France en partenariat avec Transurbaine, puisque Nantes, c'est une métropole qui fait maintenant depuis quelques années est devenue un modèle de transition écologique, de transition numérique, d'emploi, d'économie. Nous en parlerons dans quelques instants avec la présidente de la métropole de Nantes et maire de Nantes, Johanna Roland. Bonjour. Bonjour. Et puis, nous parlerons bien sûr de comment les entreprises agissent face à cette accélération. Et donc, nous aurons ici sur ce plateau Yann Trichard, le président de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. Bonjour. Johanna Roland, merci. Vous nous accueillez ici à Nantes. Très heureux de vous retrouver ici dans ce superbe musée. Ici, bien sûr, tout le monde vous connaît. Vous avez été bien réélu maire de Nantes il y a un an, presque un an. On vous connaît moins comme la présidente de France Urbaine, puisque en septembre dernier, tous les maires des grandes villes de France vous ont élu pour être leur chef de file, mener les combats, des fois dans le dialogue avec l'État, mener le combat face aux grandes transitions. Vous avez fait de l'urgence climatique comme un enjeu majeur du mandat municipal de tous ces maires de France. Oui, je crois que c'est aujourd'hui clairement notre responsabilité. D'abord pour une raison factuelle, scientifique, incontestable. 70% des émissions de gaz à effet de serre sont dans nos villes. Et à l'échelle du monde, demain, 80% des habitants vivront dans les villes. Donc très clairement, soit on considère qu'on est une part du problème, soit on considère qu'on est une part de la solution. Vous aurez compris qu'avec nombre de mes collègues, je me situe plutôt clairement sur la deuxième option. Cette gouvernance des villes, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, mais même à l'échelle mondiale, elle est aujourd'hui indispensable. Regardons ce qui s'est passé aux États-Unis avant la victoire de Joe Biden. Quand Trump est sorti des accords de Paris, quand Trump est sorti de ses engagements sur la trajectoire climat, est-ce que toutes les grandes villes américaines ont baissé pavillon? Non. Elles ont commencé, elles ont continué en lien avec leurs écosystèmes, en lien avec les acteurs culturels, avec les acteurs économiques, à avancer sur ces sujets. Parce que le monde post-carbone, la ville post-carbone, nous avons besoin de la fabriquer collectivement et donc à partir des villes. Donc oui, à France Urbaine, avec mes homologues et dans la diversité de nos sensibilités politiques, nous faisons de ce sujet un sujet majeur. Dans le dialogue avec l'État, ça a été le cas par exemple dans les discussions sur le projet de loi climat qui, de notre point de vue, était insuffisamment ambitieux. Là aussi, ne serait-ce que pour une raison. L'Europe revoit ses objectifs, on vote une loi qui n'est pas raccord avec les objectifs européens. Il y a quand même là quelque chose d'assez anachronique. Mais la particularité du rôle du maire, c'est qu'il n'est pas simplement là pour commenter. Il n'est pas là simplement pour interpeller. C'est toujours facile d'interpeller les autres niveaux de responsabilité. Il est d'abord là pour agir. Donc c'est ce que nous faisons en mettant à Nantes la puissance publique au service de la transition écologique, mais je le redis, dans un dialogue et un modèle coopératif avec les acteurs, et notamment avec les acteurs économiques. Je salue Yann Trichard qui est sur ce plateau. On n'inventera pas la société post-carbone sans penser le modèle économique de la société post-carbone. Ça n'existe pas. Donc la conjugaison de l'ambition et du pragmatisme sur ces sujets m'apparaît tout à fait indispensable. Johanna Roland, ce matin, quand les Français se réveillent, ils sont un peu inquiets de voir de retour une évolution de la pandémie qui n'est pas très favorable. Vous, depuis maintenant un an et demi, les maires sont en première ligne, sont je vais dire, sur tous les fronts, à la fois à gérer cette crise, cette pandémie, cette crise à la fois sanitaire, cette crise sociale. Et pourtant, il ne faut pas mettre en parenthèse cette urgence climatique et agir aussi, et pour le coup, et faire le « et en même temps ». Est-ce que finalement, pour reprendre cette phrase connue de Winston Churchill, il disait « il ne faut jamais gâcher une crise ». Est-ce que vous pensez que cette crise, je parle de la crise de la Covid,
peut avoir un bénéfice d'élever les consciences, de montrer notre vulnérabilité. Qu'est-ce que vous ressentez auprès de vos concitoyens ici à Nantes? Bon, en même temps, c'est pas trop mon rayon, pas du tout même. Mais cette précision à apporter, ça a été le plus gros challenge des maires pendant cette année. À la fois être au rendez-vous de la crise, parce que les maires ont été en première ligne, parce que dans un pays qui reste trop jacobin, trop centralisateur, force est de constater que cette crise a fait la démonstration que, par exemple, la puissance logistique, elle est dans les collectivités. Des masques, aux tests, à l'organisation des centres de vaccination. Je prends un exemple nantais. Notre centre, c'est 150 personnes pour que ça fonctionne au quotidien. 80% de ces personnels qui sont mis à disposition par la collectivité. L'effondrement de la puissance logistique de l'appareil de l'État a été révélé à cette occasion. Et pour autant, ce qui a été le plus compliqué, et je peux vous dire qu'un certain nombre de nos équipes sont en cette fin d'année scolaire un peu fatiguées, c'est que nous avons demandé d'être au rendez-vous de la crise dans sa dimension sanitaire, sociale, économique, mais de ne pas pour autant retarder la mise en œuvre des engagements que nous avions pris devant nos concitoyens. Ce que nous mettons en œuvre dans nos villes et à Nantes en particulier, sur le transport, sur l'alimentation, sur l'économie circulaire, sur la question de l'alliance des territoires, ce rapport entre les villes et les campagnes, on y reviendra peut-être. Comment ne pas perdre une minute pour avancer sur ces sujets-là? Parce que la crise est aussi venue révéler les paradoxes et les limites de notre modèle de consommation et de production. Mais elle a été également un accélérateur d'initiatives. Je vais prendre un exemple. À l'initiative de la CCI, nous avons lancé une initiative qui s'appelle Ma ville, mon shopping, qui fait d'ailleurs un peu débat localement à Nantes. C'est toujours bien quand ça fait débat, ça prouve qu'il se passe quelque chose. Ce projet, il était en gestation. En temps traditionnel, je pense sincèrement qu'on aurait mis 3 ans pour le monter. Il y en aurait pesté sur la lenteur et l'inertie de l'administration publique. On aurait fini par donner un coup d'accélérateur et puis au bout de 2 ans et demi, on aurait eu le projet. La vérité, c'est que là, on l'a monté en 2 mois et demi. Cette crise, elle a aussi permis de travailler en circuit court à tous les niveaux et de venir interroger. Maintenant, on doit poursuivre la transformation. Si je reprends l'exemple de cette plateforme, eh bien, on doit aller jusqu'au bout, être cohérent et faire en sorte, par exemple, que les livraisons elles soient plutôt faites en vélo que faites par des chauffeurs Uber exploités par leur plateforme nationale. Ça aussi, c'est la capacité des villes à interpeller la conjugaison des enjeux économiques et des enjeux sociaux. Alors justement, Yann Trichard, je disais, vous êtes le président de la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Comment voyez-vous dans cette crise et dans cette pandémie justement des enseignements positifs dans la maturité des chefs d'entreprise? Vous représentez les ressortissants ici du territoire qui sont peut-être encore plus mûrs pour aller plus loin, pour agir plus vite dans leur entreprise. Quel est le baromètre aujourd'hui des chefs d'entreprise face à ce combat climatique? Alors d'abord, on a un territoire qui est très résilient et très sensible depuis très longtemps à la RSE. C'est quelque chose qui a été attaqué par la métropole de Nantes il y a maintenant, je dirais, une grosse dizaine d'années, avec un vrai gros travail avec les chefs d'entreprise dès le départ pour dire on ne peut pas opposer, on ne doit pas opposer l'engagement des entreprises et le climat. Et donc les entreprises doivent être partie prenante de cette modification, partie prenante majeure, évidemment, puisqu'on est des gros émetteurs de gaz en l'occurrence et puis de pollution. Donc l'idée c'était vraiment dès le départ, depuis une dizaine d'années, de travailler ensemble à trouver des solutions. On a parlé de livraison, mais il y a aussi toute la logique de réflexion sur la responsabilité sociale et sociétale et environnementale au quotidien dans les entreprises. Et donc c'est plutôt un vecteur d'innovation, un vecteur de réflexion, un vecteur de développement de business plutôt qu'effectivement une contrainte qu'on vit mal. Yann Trichard, on verra tout au long de cette journée, il y aura à la fois des grandes entreprises, des petites entreprises, des TPE, des start-up, des PME. Il y a en tout cas un écosystème entrepreneurial très riche. Est-ce que ce n'est pas difficile finalement d'essayer de pouvoir accompagner toutes les entreprises de la même manière? C'est-à-dire qu'on voit bien les grands groupes sont quelquefois peut-être plus matures, plus structurés sur ces sujets, peuvent avoir aussi justement des personnes qualifiées pour mener ces enjeux de transition écologique à l'échelle de leur entreprise. Comment faire pour que toute taille, toute entreprise peut s'inscrire dans une même démarche collective?
Alors moi, je ne crois pas que vous ayez raison. Je crois que ça se voit beaucoup plus quand, effectivement, Engie ou Suez parlent de transition énergétique, évidemment. En revanche, dans une TPE, une PME, quand un dirigeant décide de dire « je change mon véhicule pour la livraison, pour prendre un véhicule qui a moins d'émissions », quand un chef d'entreprise d'une TPE dit je transforme ma flotte, je végétalise mon toit, j'installe des panneaux photovoltaïques », c'est à son échelle, c'est pas visible, mais c'est effectivement extrêmement significatif. Et aujourd'hui, on a à Nantes une association qui s'est créée, qui s'appelle les dirigeants responsables de l'Ouest, qui est extrêmement active sur tous ces sujets de transition énergétique. Je crois que chacun, à son niveau, peut avoir une action qui est peut-être un peu moins visible, mais c'est le principe de l'effet papillon. Merci, j'en profite pour remercier également des entreprises qui se sont engagées durant cette journée. Je pense au groupe ICAD, Engie, Suez et BPI France, avec la CCI de Nantes-Saint-Nazaire. Johanna Roland, je disais, c'est pas un hasard si on a choisi Nantes pour démarrer cette tournée dans les grandes villes de France. On le sait, quand on interroge les Français, ils ont plus confiance. On a fait des enquêtes d'opinion avec IFOP qui disait que les Français ont plus confiance dans le rôle des villes que dans le rôle des États pour agir face justement à l'urgence climatique. Alors on a choisi Nantes aussi parce qu'on parle de ce modèle nantais qui aujourd'hui rayonne à l'échelle européenne parce qu'ici il y a un territoire, il y a une volonté politique. Il y a une équation à laquelle vous êtes très attaché, qui est peut-être encore plus singulière ici, c'est cette équation de écologie, justice sociale, économie, emploi. Peut-être en quelques mots, ce modèle, s'il devait s'exporter, comment vous l'expliqueriez? Je crois que c'est d'abord un modèle qui met l'humain au cœur du projet, tout simplement parce que si on veut changer de modèle et changer d'échelle, puisque c'est bien ça ce dont on parle, on a besoin de se dire qu'on doit sortir de nos logiques en silo. La transition écologique, c'est pas ce qu'on fait à côté de l'activité économique ou à côté de la protection sociale. Avec Julie Lernos, vice-présidente en charge de ces sujets, qui interviendra tout à l'heure, ce que nous déclenchons dans ce mandat, c'est le fait de mettre cette question comme une grille de lecture partagée, en se disant, quand on pense les transports, quand on accompagne les acteurs économiques, quand on pense un projet culturel, dès le début et pas à la fin de l'histoire, on pense les enjeux écologiques. Parce que honnêtement, c'est la responsabilité de la génération à laquelle on appartient. Je ne vais pas revenir sur le rapport du GIEC. La question, c'est pas est-ce qu'il faut le faire, c'est comment on va le faire et comment on va le faire collectivement. Ensuite, effectivement, à Nantes, on a deux points, j'allais dire, d'honneur pour nous. Le premier, c'est qu'on fait ça de manière coopérative. Et vraiment, je le dis, je vais prendre un exemple concret, on a des acteurs économiques qui sont mobilisés sur ce sujet dans leur diversité. Une des forces de Nantes, c'est d'avoir une diversité de tissus économiques. Quand j'échange avec certains de mes homologues, je ne vais pas citer de métropole, mais qui ont une activité plutôt monocentrée ou mono-industrie, évidemment, la crise, elle a eu un impact immédiat. Chez nous, certains secteurs d'activité continuent d'être en dynamique, et c'est tant mieux. Et c'est l'ensemble de ces secteurs qui sont en train de muter. Prenez l'industrie. Eh bien, les acteurs industriels de notre territoire ont travaillé pendant cette crise à la réalisation d'un manifeste pour penser la transition de leur secteur d'activité. Et puis la deuxième pierre angulaire de ce projet, c'est effectivement l'enjeu social. D'abord parce que moi je pense que notre sujet, c'est la transition écologique au service de quel projet de société on la met. À Nantes, clairement, on la met au service de la lutte contre les inégalités. Parce qu'une métropole résiliente, une métropole qui est capable d'affronter les défis contemporains, c'est une métropole qui ne laisse personne au bord du chemin. Alors c'est facile à dire comme ça, sur un siège, avec un micro, à faire au quotidien, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là aussi, un exemple factuel, à Nantes, 50% des logements sociaux sont chauffés aux énergies renouvelables. Les logements sociaux, ils s'adressent au milieu populaire, mais aussi à la classe moyenne. Cette classe moyenne qui, aujourd'hui, dans le pays, se sent parfois délaissée, se sent parfois reléguée. Celle qui ne se situe ni dans celles et ceux qui ont des revenus très aisés, ni dans celles et ceux qui bénéficient des protections sociales. Eh bien, pour la classe moyenne de ce pays, la transition écologique, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que derrière, ce sont des nouveaux métiers. C'est une opportunité parce que derrière, ce sont des nouvelles économies. C'est une opportunité parce que oui, on peut conjuguer le climat et le pouvoir d'achat. Quand on fait le choix, avec mon équipe dans ce mandat, que les deux premières mesures qu'on prend en matière de transport, c'est d'abord la baisse de 20% des tarifs des transports en commun pour les abonnés et ensuite la gratuité des transports en commun le week-end, on pose un acte fort de soutien aux commerçants du centre-ville, de soutien au pouvoir d'achat des habitants
et de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je prends cet exemple parce qu'il montre bien comment on n'oppose pas les enjeux, mais au contraire, comment on essaie de les conjuguer dans une perspective assumée de changement de modèle. Alors, ne pas opposer aussi la ruralité, les grandes villes, c'est un sujet sur lequel vous êtes investi maintenant depuis quelques années, et pourtant vous êtes président d'une grande métropole, mais depuis longtemps vous avez évoqué ce sujet de l'alliance des territoires, et ça, quand on regarde bien entendu tout le mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas si loin, il y a une attention certainement que doivent avoir les métropoles dans une logique de réciprocité, de partage. Comment justement éviter demain, après-demain, des nouveaux mouvements qui justement s'appuieraient sur cette dimension d'une écologie qui ne tient pas compte justement d'un enjeu d'équilibre et d'équité dans les territoires? En fait, je crois qu'en France, on a eu un peu deux modèles de métropole. Et nous, ici, on a envie d'inventer un troisième. Le premier modèle des métropoles, c'est les métropoles qui assèchent. Ça existe, hein, vous regardez les études de quelqu'un comme Laurent Davzy, il y a des métropoles dans le pays où, objectivement, quand on regarde l'Interland, ça a asséché l'Interland. Il y a un deuxième modèle de métropole qui s'est raconté, qui est la théorie de l'irrigation. Quand je suis taquine, je dis que c'est la version ruissellement côté métropole. Les métropoles qui, dans leur grande prospérité, irrigueraient les autres territoires. Je pense que ces modèles sont dépassés. La ville de demain, la métropole de demain, elle est celle qui se pense en interaction avec les territoires périurbains et ruraux. Parce que c'est une nécessité si on veut répondre aux enjeux dont on parle. Je vais prendre un sujet, la transition alimentaire, qui est un des enjeux absolument majeurs. Si nos grandes villes veulent être capables de tenir les engagements qu'on est en train de prendre, tous sur la restauration collective, par exemple dans les cantines, Nantes, c'est 15 000 repas par jour. Je peux vous garantir que ce n'est pas simplement en travaillant avec les agriculteurs et les éleveurs de la métropole qu'on y arrivera, mais c'est bien en travaillant en interaction avec les territoires périurbains et ruraux, en pensant les filières de l'amont à l'aval. Azilis Gouès, qui est ici, qui est vice-présidente en charge de ces sujets et qui interviendra tout à l'heure sur ces questions, vous dira comment on travaille dans des logiques, par exemple, de contrat de réciprocité avec le Pays de Ré. Mais là aussi, pas une fois qu'on a fait le reste. On ne fait pas la transition écologique, l'économie sociale, et puis après, on fait l'Alliance des territoires. Non, le changement de modèle, il intègre le fait de bouger le paradigme de nos métropoles. C'est un changement de culture hein, pour les grandes métropoles de ce pays. Et puis c'est aussi une manière de dire, et j'y tiens beaucoup, arrêtons dans ce pays d'opposer les uns aux autres, d'opposer les grandes villes aux campagnes. D'abord parce que ça n'amène aucune solution, et puis en plus parce que quand on fait ça, on commet parfois des fautes démocratiques majeures. Quand on a répété à l'envi que toutes les grandes métropoles étaient riches, que toutes les campagnes étaient pauvres. D'abord, c'est très désagréable pour un certain nombre de territoires ruraux très créatifs. Et puis en plus, on dit aux habitants des quartiers populaires qui, jusqu'à preuve du contraire, habitent dans nos villes, qu'ils sont invisibles aux yeux de la République. Donc que ce soit du point de vue économique, du point de vue écologique, du point de vue social ou du point de vue de l'impératif démocratique, on a besoin de cette alliance des territoires. Johanna Roland, Yann Trichard, je disais, la rédaction de la Tribune a mobilisé pas loin de 50 intervenants. Il y aura, durant toute cette journée, des acteurs locaux que vous connaissez bien, mais aussi des acteurs internationaux. On va parler de la ville du quart d'heure. Alors, aujourd'hui, il ne sera pas un quart d'heure de nous, il est à quelques secondes de vous derrière Johanna Roland. C'est la présence du professeur Carlos Moreno qui a développé ce concept de la ville du quart d'heure à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, beaucoup de villes-mondes, beaucoup de plus petites villes se saisissent de ce concept, d'autant plus, bien entendu, que sa pertinence est forte au moment de cette pandémie. Johanna Roland, et je poserai la même question à Yann Trichard. Comment voyez-vous ce modèle de la ville du quart d'heure? S'impose-t-il? Est-il facile à mettre en exécution à l'échelle d'une métropole comme Nantes? À Nantes, j'ai porté ce concept et cette intention et je remercie vraiment Carlos de ses travaux sur ces sujets. Au moment de la campagne municipale, ce n'était pas un choix qui était celui de la facilité. D'abord, j'ai entendu beaucoup de choses à ce moment-là. On m'a dit c'est un truc d'intello, personne ne va rien comprendre. D'autres, un peu plus chauvins, m'ont dit non mais nous à Nantes, on est déjà la ville des 5 minutes, alors la ville du quart d'heure, on revient en arrière. Sur le fond, l'enjeu il est indispensable, c'est de se dire que la ville de demain, elle doit faire bouger nos repères et nos référentiels. Et que dans la ville de demain, le commerce de proximité, le service de proximité, la mixité des usages et des fonctions doit nous inviter à fabriquer la ville de manière différente. C'est extrêmement exigeant en réalité, c'est extrêmement ambitieux. Ça passe à la fois par des choix d'infrastructures,
mais aussi par des choix d'usage. Je vais donner là aussi un exemple concret. Sur l'île de Nantes, on tente une expérience sur un certain nombre de nouveaux îlots, de dire voilà, sur un îlot, on artificialise en souterrain seulement un quart pour y mettre l'ensemble des voitures de celles et ceux qui vont y résider. Quand on fait ça, on change toutes les règles du jeu. Au lieu de faire des macro-lots, ça parlera aux promoteurs et aux acteurs qui sont dans la salle, on accepte des allotissements plus divers. On bouge les usages, puisqu'on dit à l'habitant, vous n'avez pas votre place de parking attitrée, mais oui, vous allez la partager avec quelqu'un qui est un salarié qui ne vient pas aux mêmes horaires. On bouge le rapport à la nature en ville, en disant la nature en ville, elle n'est pas juste décorative, on va travailler la biodiversité et donc la désimperméabilisation des sols, etc., etc. Donc ce concept de la ville du quart d'heure, en réalité, il nous invite à réinterroger tout un tas de modes d'usage et donc de penser la ville. Mais surtout, il pose une ambition qui me semble absolument indispensable, qui est de dire nos métropoles, elles sont des lieux de carrefour, des lieux d'échange, des interfaces à la fois à l'échelle internationale, parce que je crois qu'on doit aussi se méfier des logiques de repli, des logiques d'isolement. Moi, je veux des métropoles qui continuent à rayonner, qui continuent à partager, qui continuent à s'ouvrir. Mais à côté de cette interface internationale, il y a aussi l'interface la plus locale, celle du quotidien, ma vie dans mon quartier, ma mairie annexe de proximité, mon boulanger de proximité. Et c'est tout cela l'ambition de la ville du quart d'heure. Donc non, de la théorie à la pratique, c'est loin d'être aisé. Oui, ça en vaut la peine. Yann Trichard, la ville du quart d'heure, je disais tout à l'heure, cette crise, cette pandémie que nous connaissons a révélé de nouveaux usages. Bien entendu, on parle de l'augmentation, la croissance d'une nouvelle organisation du travail avec le télétravail. Est-ce que pour vous, justement, rapprocher le travail, son lieu de domicile, des nouveaux usages, est-ce que ce modèle de la ville du quart d'heure vous paraît applicable compte tenu des contraintes et des besoins et des désirs des entreprises ? Il y a 3 sujets, l'économie circulaire, les circuits courts et le mode de consommation. Économie circulaire, en fait, la logique, c'est d'essayer de travailler le plus possible dans quelque chose qui peut avoir une incidence de proximité avec la réutilisation. Circuit court, parce que j'essaye d'avoir la possibilité d'aller et de trouver tout ce que je cherche en immédiate proximité. On a parlé de Ma Ville Mon Shopping, qui est une plateforme qui vise à travailler et à trouver des produits demandés, non pas par rapport à un prix, mais par rapport à leur immédiate proximité du consommateur. Et puis le troisième point, et qui est fondamental, c'est le mode de consommation. Quelle société souhaitons-nous? Et donc quel engagement en tant que citoyen, qu'on soit entreprise ou qu'on soit un consommateur, on décide d'avoir. Et donc quand je décide d'avoir une logique de vie de quartier, quand je décide d'avoir une logique de vie de circuit court, c'est-à-dire j'essaye de faire attention à faire travailler mes commerçants de proximité, mes artisans de proximité, les entreprises de proximité, quand j'ai envie de changer mes fenêtres, etc., eh bien, je participe activement, non seulement à cette ville du quart d'heure, mais à une vraie logique de protection de l'environnement. Avant peut-être justement de céder tout à l'heure ma place à Martin Delavenne, qui va interroger Christian de Pertuis, qui je sais qui est avec nous, qui est le grand économiste sur la question du climat. Peut-être je voudrais revenir sur le contrat de relance et de transition écologique que vous avez signé avec le Premier ministre Jean Castex, Johanna Rolland. Je dis ça parce que les Français entendent beaucoup de milliards qui tombent d'un coup, des contrats, beaucoup de milliards, et les Français s'interrogent à quoi ils vont être alloués justement pour faire repartir l'économie. Et je vais poser la même question bien sûr au président de la CCI avec nous. Ce contrat de relance et de transition écologique, à quoi va-t-il servir pour la nouvelle ambition et pour l'ambition de la métropole de Nantes ? Nantes a signé le premier contrat de relance et transition écologique entre une métropole du pays et l'État. Pour une raison simple, c'est que sur ces sujets, et au-delà des désaccords sur les options politiques, on doit travailler de manière collective. C'est impératif si on veut sortir par le haut de cette situation. Donc ce contrat de relance et de transition écologique, c'est 1,5 milliard pour l'État, 1,5 milliard pour la métropole, si je fais vite. Au service de quoi ? Au service des grandes options stratégiques qui sont les nôtres. Continuer à faire le pari des transports en commun, ça veut dire des investissements sur les infrastructures, une bagatelle comme renouveler 47 rames de tramway. Je peux vous garantir que dans un budget métropolitain, ça pèse. Mais c'est aussi 2 nouvelles lignes de tram en perspective. C'est changer clairement d'échelle sur les enjeux vélos. C'est pour nous un enjeu absolument majeur. Et de ce point de vue, les métropoles ont et des enjeux d'infrastructure et des enjeux d'usage de manière extrêmement forte. C'est continuer ce que nous avons lancé sur le schéma
de l'énergie, là aussi, en continuant à accélérer, ça va du photovoltaïque à la capacité à travailler pour le public et pour le privé sur ces sujets. C'est passer à l'échelle sur les enjeux d'économie circulaire que Yann Trichard évoquait tout à l'heure. C'est mettre en œuvre nos logiques de résilience et se demander comment, dans une grande métropole comme la nôtre, on doit anticiper les années et les décennies qui viennent sur ces sujets. C'est la transformation du modèle alimentaire. Bref, c'est le fait de se dire sortons de logique verticale pour aller vers des logiques transversales. Et ça, pour nous, c'est un impératif. Avec deux leviers, celui de la commande publique. Hervé Fournier, qui travaille dans mon équipe sur ces sujets, est extrêmement mobilisé sur ces questions parce que les métropoles, elles ont un rôle d'exemplarité sur cette question. Le milliard, la métropole que nous dirigeons ici, c'est un budget d'investissement entre 2 et 3 milliards d'euros à l'échelle du mandat. Mais la deuxième facette de notre intervention, c'est la capacité à mettre en résonance, à mettre en cohérence l'écosystème et les acteurs de cet écosystème. Je vous donne un exemple. Un des grands projets de ce territoire, c'est un nouveau CHU. Et au-delà de ça, un nouvel écosystème de la santé. À l'évidence, les impacts sur l'économie locale de demain et sur l'emploi local d'un tel chantier seront majeurs. Mais on ne va pas le penser comme on le pensait dans les années 80. Parce que sinon, on n'est pas raccord avec ce qu'on dit sur la société post-carbone. Les enjeux d'économie circulaire, ils doivent aussi s'appliquer dans un chantier de cette nature. Donc c'est vraiment comment, du micro-acte du quotidien au plus grand chantier d'envergure, on essaye d'avoir cette cohérence de l'action. Et dans un monde où c'est quand même parfois un peu la société du zapping, de l'immédiateté, où on entend des choses qui bougeraient en permanence et où tout se vaut, nous, on a un cœur de dire on a un cap, on a une ambition, on s'y tient, parce que l'ambition et la transformation du modèle, c'est aussi dans la durée qu'elle se jouera. Yann Trichard, un mot sur cette relance économique, les attentes justement des chefs d'entreprise, de vos ressortissants, et quel est votre jugement sur, en tout cas, le poids que représente la transition écologique? C'est à peu près un tiers, en tous les cas, du plan de relance. Quel est votre regard? Je crois qu'il y a un des éléments qui est majeur et qu'on a développé ici, ensemble, encore une fois, avec la métropole et les acteurs économiques, c'est la critérisation RSE dans la notation des marchés publics. Et je crois que c'est un sujet très fort, majeur, qui est vrai pour les marchés publics et qui est vrai pour les marchés en général. À partir du moment où on intègre une dynamique de notation RSE dans nos marchés, alors on est déjà en train de faire un très très grand pas puisqu'on incite naturellement les entreprises à s'impliquer là-dessus. Et donc les acteurs européens qui nous entendent légiférer pour faire en sorte que nous puissions augmenter cette part de RSE à l'intérieur des marchés publics. Et c'est très important parce que c'est pas nous qui le décidons, mais c'est beaucoup au niveau européen. Je le dis à dessein, de manière à ce qu'on puisse faire évoluer les choses. Et il faut que nous fassions évoluer les choses parce que le reste, les entreprises, en fait, se mettent en situation d'avancer plus dès lors qu'elles restent dans le champ de la compétitivité. Notre enjeu majeur, c'est pas d'aller ou pas dans le domaine de la transition énergétique. Les entrepreneurs sont prêts. Les entrepreneurs s'engagent dans une grande majorité. Ça a été au début un petit peu, peut-être qu'on n'a pas été assez vite. En tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai mouvement. En revanche, il faut qu'on reste compétitif dans une compétition internationale. Et pour ça, eh bien, il faut des règles qui soient les mêmes. Et c'est un vrai sujet. Merci Yann Trichard, à très bientôt. J'espère que le moral des chefs d'entreprise à Nantes est bon. Alors, il est exceptionnel parce que je pense qu'on est le territoire probablement le plus dynamique de France, avec une résilience extraordinaire et un engagement RSE sans faille. Donc, formidable. Je savais bien qu'il y avait un microclimat à Nantes. Merci en tous les cas, Yann Trichard. Johanna Roland, pour conclure cette ouverture de cette journée spéciale de Nantes Zéro Carbone, vous êtes devenue une voix politique qui compte en France. Est-ce que vous n'avez pas été déçu par l'abstentionnisme aux élections régionales, aux élections départementales? Parce qu'on avait quelques espoirs que la question du bien commun, de l'eau, de l'air, du climat peut être des ressorts pour redonner goût à la vie démocratique. Que faut-il attendre pour les mois à venir? Quelles sont les solutions pour remobiliser la démocratie dans ce pays? Mais justement, est-ce que franchement, sincèrement, vous trouvez qu'on a beaucoup parlé des biens communs, de l'eau, de l'air, dans ces campagnes? Est-ce que vous trouvez que les chaînes d'information en continu, pardon de les citer, nous ont beaucoup parlé des enjeux des transports, de la transition écologique,
pour les régions, ou des solidarités, ou du handicap pour le département. Moi, j'ai surtout vu qu'on a fait ce qu'on adore faire en France, ce que j'appelle la course des petits chevaux. Quel président de région sera le candidat à la présidentielle? Alors forcément, quand on ne parle pas aux gens des sujets, je ne suis pas sûre qu'on se donne les moyens d'aller les chercher. Je pense que c'est un vrai problème d'un point de vue démocratique, et que cette abstention, elle doit nous interroger profondément. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats très techniques. Est-ce qu'il faut renforcer le vote par procuration? Est-ce qu'il faut renforcer le vote par correspondance? Bien sûr, on peut ouvrir toutes ces questions. Moi, ma conviction profonde, c'est qu'on ne répondra pas à une question politique par des réponses techniques. Le vrai sujet, c'est celui de l'offre politique. C'est d'abord la responsabilité des hommes et des femmes politiques de se dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre pays, mais plus globalement en Europe, parce que ce phénomène, il est en train de devenir structurel, et on sait bien ce qu'il peut amener comme situation demain. C'est aussi la raison pour laquelle moi, je fais partie de ceux qui appellent à un nouveau rapport entre l'État et les collectivités. Parce que si les gens ne votent plus ou moins, c'est finalement parce qu'ils se disent qu'est-ce que ça va changer ? Quelle est la capacité du politique de maîtrise sur le destin individuel et sur le destin collectif? Donc moi, je suis pour une nouvelle étape de la décentralisation, mais je suis aussi pour un État fort, un État stratège, un État puissant sur les questions régaliennes. Il y a vraiment un nouveau rapport, un nouveau contrat à évoquer de ce point de vue-là. Et je crois que les enjeux de transition écologique, cette société post-carbone, telle qu'on l'évoque ce matin, elle doit faire partie, pour notre pays, d'un nouveau récit national. On a besoin de cette cohésion nationale. On a besoin de se dire que chacun n'est pas juste dans sa vie, dans son quartier, dans son entreprise, mais qu'on fait partie d'un même projet, qu'on peut aspirer à un nouveau projet de société. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les initiatives de débat et d'échange, comme vous les menez aujourd'hui, participent à cette discussion démocratique. Moi, je suis frappée de voir que des gens qui, justement, me disent « Moi, j'ai plus envie d'adhérer à un syndicat, j'ai pas envie d'être membre d'un parti politique », ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont des citoyens passifs. Ils s'engagent dans le club de sport de leurs gamins, ils s'engagent dans la démarche RSE de leur entreprise, ils ont à cœur de regarder l'alimentation qui est la leur tous les jours, si elle est raccord avec ce à quoi elle croit. Ils ont envie de contribuer à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui rassemble. Et oui, je pense que dans le désir démocratique qu'on doit faire renaître, les enjeux de transition écologique peuvent être un outil puissant, formidable, un accélérateur, si on prend bien garde à ce que ce soit des choses qu'on conjugue avec le progrès, avec l'avancée, avec l'inclusion, et pas des choses qui fragmentent. Merci Joanna Roland. Merci à vous. Chaque jour compte, chaque degré compte, et nous étions très heureux ici de lancer cette grande tournée avec la rédaction de la Tribune, avec le professeur Carlos Moreno et la chaire ETI La Sorbonne. Une tournée justement qui va chaque mois aller dans une grande ville pour se retrouver avec France Urbaine à la fin d'année et pour partager toutes ces solutions, ces idées qui viennent des acteurs, des citoyens dans les territoires. Merci encore Joanna Roland. Merci à vous. Merci à vous.